Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du mensuel du journal télévisé. À la une, le principe d'une nouvelle constitution domine les débats dans la cité. Oui ou non pour le principe, les positions se précisent et chacun va de son choix, tant à la mouvance présidentielle qu'à l'opposition ou encore à la société civile. Autre sujet qui cristallise les attentions, c'est bien la polygamie. L'Assemblée nationale vient de voter la loi interdisant la polygamie en Guinée, un vote qui fait couler assez d'encre et de salive. En sport, nous vous ferons la synthèse des préparatifs du Sili national pour la CAN Égypte 2019, de Conakry au Maroc jusqu'à la présentation des maillots de l'équipe nationale. Voilà pour le titre, encore une fois, bienvenue à tous. Actualité politique. Le mois de mai écoulé a connu une animation politique intense sur une question essentielle. Oui ou non pour le principe d'une nouvelle constitution. Partis de la rue pour des plateaux de télévision à l'étranger, les intellectuels, gouvernants et associations prennent progressivement position. Le débat s'anime chaque jour davantage qu'on s'approche de 2020. Retour sur les péripéties d'une question qui cristallise les attentions. Kamara Boubacar. La question hante les esprits depuis quelques mois. Comme pour l'étouffer, un front de défense est vite constitué. Les animateurs ont alors allumé des contre-feux précoces sur les plateaux internationaux de télévision et dans la presse locale. Mais les failles de communication ont vite produit l'effet boomerang. Et ceux qui étaient juste là tétanisés brisent le silence. Depuis son état-major, le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel jette les dés et fixe le nouveau cap. Pour la première fois, la majorité présidentielle se prononce publiquement pour une nouvelle constitution. Pourquoi une nouvelle constitution? La constitution guinéenne actuelle force est de constater qu'elle comporte beaucoup d'insuffisances. C'est pourquoi, en sa haute qualité de premier président démocratiquement élu de la Guinée indépendante, le professeur Alpha Condé a le devoir et l'obligation suprême, avant la fin de son second mandat, de doter le pays d'une loi fondamentale votée par référendum par le peuple souverain de Guinée. Le remue-ménage provoqué oblige un des plus grands constitutionnalistes de l'Afrique francophone à prendre la plume. Maître Maurice Djegbelamou dissèque la constitution du 7 mai 2010, relève des insuffisances et légitime à partir de l'article 51 la possibilité pour le chef de l'État de soumettre à référendum une nouvelle constitution après consultation du président de l'Assemblée nationale. De l'eau au moulin du gouvernement. Face à la presse, le Premier ministre ne passe pas par quatre chemins. Dr Kassori Fofana, fort de l'avis unanime de son gouvernement, proclame un double oui au principe de changement constitutionnel. Notre hymne national est bâti sur la philosophie du panafricanisme. Notre constitution, qui est le socle de cette vocation, n'en parle pas. Oui ou non, il est raisonnable de revenir sur ces fondamentaux. Donc la question d'une nouvelle constitution, en tant que citoyen, j'ai dit oui. En tant que gouvernant, j'ai dit oui, doublement oui. Depuis, le chemin est balisé, le débat oxygéné. Des associations de la société civile, juste là, hésitantes, sont libérées de prendre la parole à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous, citoyens, soucieux de l'avenir de notre nation, qui repose sur le respect des droits individuels et collectifs, dans le choix socio-économique et politique, appelons les citoyens et citoyennes de Guinée, jeunes, hommes, femmes, leaders d'opinion et d'associations, à s'unir autour de la coalition citoyenne de la société civile pour exiger une nouvelle constitution répondant aux aspirations du peuple de Guinée. Nous, membres de la coalition des acteurs de la mouvance présidentielle CAMP, soutenons
sans réserve la déclaration du RPG Arc-en-Ciel pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. En attendant la présentation du projet dont tout le monde parle dans l'abstrait, le choc des idées court les rues. Activistes, militants et spécialistes de questions de droit alimentent les causeries politiques. Mais comme nous sommes fiers de notre liberté d'expression plurielle, les confrontations ne doivent jamais conduire à des affrontements, quelle que soit l'impertinence des avis et positions soutenues. Ne l'oublions jamais, il n'y a pas de régime parfait. La démocratie elle-même est une dictature, mais la dictature du plus grand nombre dans la reconnaissance des droits de la minorité. Le débat responsable peut donc avoir lieu dans le respect de notre harmonie sociale. Autre polémique dans la cité, il s'agit bien de la polygamie. Sous l'ensemble des articles du Code civil révisé, c'est seulement celui relatif au mariage qui suscite le débat. Que choisir, la monogamie ou la polygamie? Sur la question, le contenu de l'article 281 est expliqué ici par le représentant du chef de l'État auprès des institutions, Abdoulaye Diallo. Depuis l'adoption du Code civil révisé par les élus du peuple, l'article 281 alimente à nouveau les débats et suscite assez d'interrogations. Au sein de l'opinion publique nationale, chacun y va de son commentaire. Cet article stipule désormais que le mariage soit soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens. Toutefois, il ouvre les portes à l'option de la polygamie avec des conditions bien définies. La philosophie du texte, si vous voulez, on est parti de la polygamie interdite à la polygamie encadrée. Alors, la polémique est partie donc du fait que dans l'incompréhension, les gens ont dit sur les antennes des médias et dans la presse que désormais, la polygamie étant là, ceux qui veulent marier une seconde épouse doivent avoir l'autorisation de leur père. Non, ce n'est pas le cas du tout. La loi va être promulguée et c'est le jour de la publication qu'elle sera d'application. Et les officiers de l'état civil seront formés en conséquence. Si le mari décide de garder le silence à l'une des options lors de la célébration, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie. Toutefois, en cas de désaccord sur l'option de la polygamie, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage. Au dire de ce tome de droit, cet article n'entrave pas les principes de la religion musulmane. Le document dressé par la mosquée est un certificat de mariage, qui est un début de preuve. C'est pas valable. Vous ne pouvez pas présenter, n'est-ce pas, à la caisse de sécurité sociale. Là, pour bénéficier vous ne pouvez pas présenter à l'État pour bénéficier d'un quelconque avantage. Le mariage est valable entre vous à partir de ce certificat. Et si vous en tenez là, ok, mais ne demandez aucun avantage sur la base du mariage à l'État. En cas de conflit, s'ils veulent divorcer, s'ils saisissent le juge va dire, monsieur, il faudra que vous venez vous marier, vous venez me voir, je vous marie par un jugement supplétif d'autorisation d'inscription, et après, je me prononce sur votre divorce. Sans l'acte de mariage, la loi ne considère pas les enfants comme légitimes dans le partage de la succession. Si on saisit le tribunal, je veux dire. Pour le représentant du chef de l'État auprès des institutions, l'insatisfaction naturelle est l'une des causes fondamentales qui poussent l'homme à opter pour la polygamie. Ce que l'homme, tout homme, toi, moi, lui, n'est-ce pas, nous avons trois caractéristiques en nous qu'on ne peut pas effacer. Ces trois caractéristiques, c'est d'abord la curiosité, c'est le désir et c'est le plaisir. Quitte à sa femme, quand il a marié belle, tout ça, il est à la maison, il l'a connu, ça fait 10 ans, il sort. Comme c'est un homme public, il sort, il rencontre une belle dulcinée, bien, n'est-ce pas, taillée, ça, tout de suite, l'envie lui vient. Oh, tiens, celle-ci doit être différente de celle que j'ai à la maison. Et il a encore tendance à vouloir avoir une autre, qui selon lui est blanche. Bon, mais la religion est venue freiner pour lui rendre compte. Voilà exactement de quoi il s'agit. Voilà d'où l'origine de la polygamie.
Et voilà les conséquences de la monogamie aussi, avec l'entretien des maîtresses. Depuis 1968, la polygamie est interdite en République de Guinée. Une loi dont l'application s'est heurtée aux réalités de la société. C'est pourquoi, pour corriger cette infraction pénale, les députés ont voulu, en décembre 2018, offrir la possibilité à chaque couple de choisir entre le régime de la monogamie et celui de la polygamie, limité seulement à 4 femmes. Cette volonté n'a été que de courte durée, puisque l'article a fait objet de relecture avant la promulgation du code. Précisément, le nouveau code civil a été adopté le 9 mai dernier par l'Assemblée nationale, une adoption qui a fait couler assez d'encre et de salive dans la cité. Si ce code est promulgué par le président de la République, la monogamie reste un principe et la polygamie une exception. Entre parlementaires, sociétés civiles, religieux et simples citoyens, la divergence est grande et les positions bien tranchées. C'est un grand format réalisé par Makale Souma, Amara Koba Souma et Alassane Tondon Camara. Dans cette mosquée en haute banlieue de Conakry, ces deux couples n'ont pas eu à choisir le régime sous lequel ils se marient. Mais le jour où ils passeront devant l'officier de l'état civil, ils seront obligés de le faire avant de voir leur mariage célébré, comme l'indique l'article 281 du nouveau code civil guinéen. Un article très controversé, jugé contre nature par certains. Les parents de tous ces députés ont été polygames dans leur village. Aujourd'hui, eux, ils se prennent pour des blancs. Cela n'engage que moi, j'épouserai jusqu'à 4 femmes si cela m'enchante. Ça ne tient pas compte de nos coutumes, de nos traditions et de nos juges, même dans le contenu propre du code. Je pense que ce code civil est tout sauf guinéen. Et pourtant, cette députée est très convaincue que l'adoption de cet article n'est qu'une injustice corrigée pour les femmes. Elle a mené une bataille ardue pour que la monogamie soit désormais la règle en République de Guinée. Les injustices, notamment au niveau du code qui a été adopté le 29 décembre 2018, où l'article 281 autoriser ou légaliser en quelque sorte la polygamie au détriment des femmes. El Hadj Mohamed Ali Souma est l'imam de la mosquée de Dadia dans la commune de Ratoma. Il est le tout premier religieux à avoir dénoncé cette décision des élus du peuple. Une décision qui, selon lui, va à l'encontre de la recommandation divine. Moi, je suis contre la monogamie parce que Dieu n'a jamais fait quelque chose par hasard. Il dit ce que Dieu a dit dans le Coran. Il dit Fankehu mata balakun. Il dit il faut prendre les femmes que vous aimez. Il dit Masna, il a commencé par 2. Dieu même a commencé par 2. Il dit Wasulasa, il dit ou bien 3. Il dit Waruba en sino 4. Fa inqiftun Allah ta'adilu. Si vous savez que vous ne pouvez pas les nourrir, vous ne pouvez pas les faire manger, les habiller, les aimer. Parce qu'il y a quelqu'un aussi, il peut prendre une femme, il ne l'aime pas. Si tout ça là, vous ne pouvez pas faire tout ça là, prendre un. Ces arguments religieux ont été également, entre autres, ceux mis en avant par l'honorable Aboubakar Souma, qui a d'ailleurs voté non lors de l'adoption de cet article sur la monogamie. Il faut être réaliste. Plus l'homme s'écarte des lois divines, plus l'homme se crée des problèmes. Le Coran a tranché. Le Coran est le livre le plus complet. Cela n'est pas du tout l'avis des féministes. Elles pensent plutôt que la religion n'a rien à voir dans l'adoption d'une loi. Dans la démocratie, comme on a choisi la laïcité, ça veut dire que la religion ne devrait pas influer sur l'élaboration des textes de loi, tout simplement. Il y a des chrétiens qui ont 2 femmes. Mon président de l'Assemblée, il en a 2. Il n'est-il pas chrétien? Il est chrétien, mais il a 2. Il y en a qui ont 3. Non, c'est pour vous dire que c'est un faux débat. Sur la question du grand nombre de femmes dans la société guinéenne, les deux camps argumentent selon les positions. Les uns affirment que cette loi est contre les femmes et les autres pensent tout le contraire. Partout où vous trouvez 100 personnes, vous trouverez au minimum 60 femmes. Si
les 60 femmes doivent être épousées, il faudrait que chacun de ces hommes ait au moins 2. Contrairement à ce que les gens pensent, quand on analyse de façon superficielle, on fait le calcul arithmétique à près de 52% de la population, donc les 2% la resteront sans mari. Non. Il faut analyser en profondeur. C'est que les 2% sont constitués de tranches d'âge différentes. Donc ce n'est pas toutes ces femmes qui auront l'âge de se marier au même moment. Ce n'est pas à elle de penser à ses sœurs qui n'arrivent pas à avoir de mari. Bon, je t'aime mais j'aime me sacrifier pour les autres. Non, si elle veut garder son mari là pour elle seule, quel est le droit? Si elle a envie de le partager, quel est le droit? C'est juste que là, ça donne le choix. On est en train d'amener les hommes à préférer des maîtresses que des épouses légales. Comment? Parce que l'homme qui peut-être n'a même pas pensé à demander ça à sa femme va célébrer son mariage sous le régime de la monogamie. Et à partir de là, il ne peut plus aller devant l'officier d'état civil. Et il y a des hommes qui aiment les femmes, qui ne se contenteraient peut-être pas d'une seule. Quant à la non-rétroactivité de cette loi, elle ne passe pas inaperçue. Un aspect d'ailleurs dénoncé par les contestataires. La loi là, ceux qui l'ont votée ont fait en sorte qu'elle ne s'applique pas à eux. Parce qu'il est connu que la loi dispose pour l'avenir, mais elle pouvait aussi être rétroactive. Ils ne l'ont pas fait. Mais ceux qui sont là-bas, qui vont dire que... est-ce que vous avez vu quelqu'un là-bas qui a une femme? Mais personne. Personne n'a une femme. Signer sous le régime de la monogamie pour ensuite divorcer afin de se remarier est une tactique que certains envisagent sérieusement. Si ma femme exige de signer sur la monogamie, je peux le faire. Mais le jour où je voudrais me remarier, je la renvoie et j'épouse une autre. C'est simple. Dans la dissolution du mariage aussi, il y a tous les garde-fous. On ne peut pas se permettre comme ça. Comme on le constate, l'adoption de l'article 281 du nouveau Code civil sur la monogamie est plus que controversée. Mais le dernier mot revient au président de la République, professeur Alpha Condé. Le promulguera-t-il ou pas? Comme le disent les Anglais, wait and see. Merci Makale Souma pour ce grand format. Autre fait de société, le mariage entre artistes. Ces derniers temps, les mariages se font de plus en plus fréquents dans le milieu du showbiz. Ces unions scellées bien sûr sur l'amour permettent d'ouvrir davantage la voie du succès auprès des mélomanes. Au-delà du showbiz, ces mariages entre artistes sont un tremplin pour se donner la main et mieux préparer l'avenir. N'est-ce pas Fodé Camara? Pour rencontrer l'un des couples emblématiques de l'endogamie artistique en Guinée, il faut se rendre à Lambagny, en haute banlieue de la capitale. Ici, au lendemain de la fête de Ramadan, Sayon Kamara, surnommé affectueusement Taramarin par les mélomanes, est venu présenter des salutations d'usage à sa belle famille de Dingirai. Sayon Kamara et Mohamed Lakra Sissoko, guitariste et compositeur, c'est plus de 20 ans d'union. Le coup de foudre date des années 80 à Farana. Au début, je suis parti à Farana dans le cadre des études. Et heureusement, ils m'ont pris comme musicien dans l'orchestre préfectoral de Farana. À l'époque, c'était en 81. Et la première découverte a été faite par son père, qui est venu me trouver en train de jouer à la guitare solo. Donc, il a été très impressionné de mes notes, les notes de guitare. Finalement, nous sommes restés. C'était à l'occasion de la réception du feu président Ahmed Sékou Touré, qui était venu à Farana. Et après l'animation, en bref, il m'a appelé. Il dit, toi, tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Je dis que je m'appelle monsieur Mamadou Sissoko. Il dit, mais tu as des belles droitiers. Il dit, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Il dit, comme quoi? Il dit, tes notes de guitare, vraiment, tu es un bon guitariste. Je dis, je dis merci. En ce moment, je n'avais pas fait la connaissance avec ça parce qu'elle était très petite. Donc,
À cette occasion, le vieux, il m'a dit, bon, j'aimerais que tu passes à la maison. Je suis parti avec lui. Ils m'ont présenté à la famille. J'ai fait la découverte de Sayoun, qui jouait très bien la guitare aussi. Elle chantait elle seule. Elle jouait à la guitare, elle chantait. Donc, j'ai dit directement, j'ai dit, papa, il va nous maintenant, à chaque fois que je l'appelais, elle prenait la fuite, elle se cachait. Et voilà. Bref, à partir de là, moi, j'étais venu dans le cadre des études. C'était pour 3 ans. Quand j'ai terminé, en partant, je lui ai dit, papa, vraiment, j'ai vu quelque chose dans la famille, comme je l'avais dit, prévu comme avant. Il dit, j'aurais voulu que vous me donniez ça en mariage. Il dit, non. Je dis que c'est la dernière sur moi, elle ne doit pas s'éloigner de moi. Je dis non, on sera toujours auprès de vous. Loin d'être une obligation, les mariages sont très fréquents entre artistes. Des unions célébrées en apothéose et immortalisées par des titres comme Simbon I Love You de son Atata, Liube du duo Soulbanks et Manamba Kanté, ou tout simplement défi relevé, la dernière signature de Mohamed Gims Kamisoko au lendemain de son mariage religieux à Fria avec Jelika Babintou. Autre couple d'artistes dont la renommée sort des frontières, c'est Djekoria Fanta Condé et DJ Cisco. L'un, Papa Hero, distributeur automatique, évolue dans le coupé décalé. Et l'autre, bête de scène, vient de rafler le trophée du meilleur clip tradi moderne du Grand Prix social de l'intégration africaine. Une ascension fruit d'une certaine complicité conjugale. Ça veut dire que les deux personnes qui font culture ensemble, c'est la même personne qui sait où le baou est caché. Donc, c'est-à-dire que nous, on se marie, c'est les mêmes espérances on a. Quand tu es à la maison avec ton mari, il est musicien ou bien il est artiste, tu peux composer quelque chose. La nuit, on ne dort pas. Nous, la nuit, c'est notre matin. À partir de 22h jusqu'à 4h du matin, quand tu es artiste, tu es au lit, tu réfléchis, ce que tu dis au public, est-ce que ça peut aller? Si ça trouve que tu as un mari qui ne connaît pas la musique, il n'est pas dans le showbiz, tu vas le déranger. Or que si le mari il est artiste, toi tu es artiste, dès que tu commences, le cœur, lui va t'encourager. Regarde, exemple, Sayoun Kamara, son mari c'est un guitariste. Donc dès qu'elle est prête de chanter, et Sissoko il s'assoit avec guitare, parce que c'est dicté. Après plus de 10 ans de mariage, pour mieux préparer l'avenir de leurs enfants, le couple Didier Cisco a pu construire une école de la maternelle à la terminale. Le mariage entre artistes est très à la mode dans le monde. Une tendance qui permet au couple d'évoluer dans des écuries musicales, quasiment familiales, à l'image de la structure Musique sans frontières du jeune Azaya. Dans l'actualité également, les travaux publics. Le gouvernement met les bouchées doubles pour améliorer l'ensemble du réseau routier du pays. Pour y arriver, plusieurs chantiers de construction et de réhabilitation des routes nationales et voiries urbaines sont en cours. Si par endroits, certains chantiers évoluent à un rythme rassurant, d'autres accusent du retard par rapport aux délais contractuels. Mangafode Touré sur les chantiers routiers du pays. Le réseau routier guinéen connaît d'énormes difficultés malgré les efforts du gouvernement. Des points noirs sont encore nombreux sur les routes nationales. Plusieurs projets d'aménagement routier sont en cours d'exécution à travers le pays. Ils portent essentiellement sur les voiries des villes de l'intérieur. La récente visite de terrain du ministre des Travaux publics sur les chantiers engagés en décembre 2018 par le président de la République, professeur Alpha Condé, témoigne de l'intérêt que le gouvernement guinéen attache à ces projets de route. Entre Kissidougou-Gekedou et Gekedou-Kondebadou sur la route nationale numéro 2, 53 km sont en reconstruction. Les travaux d'entretien se font déjà à la satisfaction des usagers. À Beila, tout comme à Lola, les premiers kilomètres de bitume sont posés dans les centres-villes. Mais à Kerouané, il y a grincement de dents.
Les travaux de la voirie lancés au mois de décembre dernier accusent du retard. Situé sur la route nationale numéro 1 entre Kankan et Beila, Kerouané attend toujours son premier kilomètre de goudron de son histoire. Le ministre des Travaux publics a fermement rassuré les populations de l'engagement du gouvernement à accélérer ce chantier de tous les défis. Au niveau de Kankan, c'est une autre ville qu'on découvre. Les changements opérés sur la voirie se passent de commentaires. Sigiri voisine est en construction. Le rythme actuel des travaux est encourageant. Mais la grande attention est portée sur les travaux de la route Kankan-Mandiana. Depuis la relance, ce chantier progresse, tout comme celui de la route Kankan-Kissidougou. Sur Kouroussa d'Abola, par contre, les entreprises sont installées, mais le démarrage effectif des travaux attend. Bien qu'au centre-ville de Kouroussa, les travaux de la voirie se poursuivent. Au Fouta, après 3 mois, le train des travaux impressionne. L'évolution est rapide à Dalaba, Pita et Labé. Entre Labé et la préfecture de Mali, le pont Bagou sera rétabli dans 3 mois. Autre ouvrage de franchissement en construction, le pont Koussi entre les préfectures de Pita et Télimélé. Il prend peu à peu forme. La réalisation de cet ouvrage pourrait mettre fin au calvaire des usagers de cette route qui, jusqu'ici, traversaient le fleuve dans ce vieux bac. Enfin, du littoral à la savane sur la route nationale numéro 1, Koya Mamou d'Abola, les travaux portent sur 36 mois. L'entreprise a déjà réalisé les travaux d'installation et de terrassement par endroits. Plusieurs chantiers d'infrastructures routières sont donc ouverts dans le pays. Certes, beaucoup reste à faire et les populations manquent parfois de patience. Pourtant, des progrès importants sont enregistrés. Pour atteindre nos rêves, la paix et l'unité nationale sont essentielles sur le chantier du développement. L'autre fait marquant du mois de mai dernier aura été le drame de Daboundi 3, un drame qui a coûté la vie à 5 personnes d'une même famille suite à l'éboulement des tas d'ordures. Pour éviter de telles tragédies, un plan d'urgence est mis en place par le gouvernement et ce plan, déjà en expérimentation dans la commune de Kaloum, va permettre de professionnaliser la chaîne de traitement des ordures. Alpha Agaba, compte rendu. La nouvelle stratégie de collecte des ordures à Kaloum est une piste qui pourrait permettre au département en charge de l'assainissement de trouver des solutions durables à la gestion des ordures à Conakry. À ce jour, plus de 400 poubelles modernes sont installées dans la commune, 12 camions remorques assurent le ramassage et le transport des ordures vers la décharge de Dar Salama. Depuis, la presqu'île retrouve peu à peu son image d'antan. Depuis le démarrage des travaux d'assainissement à Kaloum, j'ai fait un très bon constat, mais il faut que ça soit continuel pour ne pas que ça soit un mouvement, un événement politique de passage, parce qu'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, vous trouvez Kaloum sain, propre et il a un bon visage. Pour de nombreux observateurs, plus de 1000 tonnes d'ordures sont produites par jour à Conakry. La réalité est bien connue des responsables de cette campagne d'assainissement. Déjà, ils ont pris des mesures drastiques contre le phénomène. Un programme d'urgence est lancé. Il s'agit d'identifier tous les points noirs de la capitale pour débarrasser Conakry des immondices avant les grandes pluies. Il y a des dépôts sauvages, certes, qui sont identifiés, qui sont connus. Et nous avons commencé aujourd'hui à éradiquer ces points critiques. C'est le cas de Fossédé à Yataya. Il y a aussi le point critique au niveau du carrefour de Kissoso, je ne sais pas ça l'a tué combien, à ce niveau il y a eu un assainissement. Au niveau de l'aviation militaire, on a éradiqué ce point critique. Aujourd'hui, il y a un certain ensemble de points critiques. Nous avons estimé à peu près à 208 000 mètres cubes de déchets qui continuent encore à traîner dans les quartiers et dans les dépôts sauvages. Au mois de mai dernier, au quartier de Bondi, dans la commune de Matoto, 5 citoyens ont encore perdu la vie suite à l'effet des ordures, comme ce fut le cas en août 2017. Pour éviter le pire et accompagner ces pouvoirs publics à lutter contre les ordures et les dépôts sauvages, les autorités communales ont pris les taureaux par les cornes. À Matoto et à Ratoma, les responsables communaux sont en synergie avec les PME
le projet Filets sociaux et autres entités spécialisées dans la gestion des déchets. On a déjà vraiment une très bonne position avec les filets sociaux. C'est une approche. Et aussi avec les PME qui travaillent avec nous. Nous venons de sortir d'une réunion et on va essayer d'inviter les PME au niveau de la commune parce que nous rentrons dans une saison pluvieuse. Et on a vu déjà les premiers dégâts causés par les premières pluies. Donc on a envisagé de faire une réunion avec les PME pour que au cours de cette réunion, on va essayer de voir les approches qu'il faut pour qu'ils redoublent d'efforts afin vraiment de rendre notre commune propre. Je pense que ces points noirs déjà identifiés, la semaine prochaine, les actions vont commencer sur le terrain. Mais d'ici là, nous qui sommes l'autorité communale, nous avons pris déjà le devant. À ce jour, les caniveaux sont curés et une vaste opération de déguerpissement des occupants illégaux des alentours de la décharge de Dar Salam sont enclenchées par les autorités de la ville et de l'aménagement du territoire. Les citoyens sont donc invités au civisme pour pérenniser les actions de lutte contre les ordures. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons recevoir sur ce plateau en direct M. Kamara Souri. Il est le directeur général de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Bonsoir M. Kamara. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. M. Kamara, selon le reportage que nous venons de suivre, votre département a mis en place un plan d'urgence. En quoi consiste-t-il ce plan d'urgence? D'abord, je tiens à vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour parler un peu de ce problème très brûlant qui nous préoccupe à tous les niveaux. Vous savez, nous avons décidé, sous le leadership du ministre d'État, ministre de l'assainissement, à mettre en place un plan d'urgence. Ce plan d'urgence vise deux objectifs. Lesquels? D'abord, débarrasser Conakry des stocks d'immondices qui sont déposés un peu partout, qui résultent de l'insuffisance de l'enlèvement en totalité des 1200-1300 tonnes de déchets comme les populations produisent tous les jours à Conakry. Ensuite, l'objectif recherché également, c'est de faire en sorte que l'enlèvement de ces dépôts sauvages soit suivi du curage des caniveaux, de l'enlèvement des produits de curage, pour que sur la base de ces deux actions, nous puissions maintenir Conakry dans un environnement propre. Et la particularité de ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce plan d'urgence, cette fois-ci, c'est d'impliquer les populations des zones concernées dans le cadre d'une mobilisation de la haute intensité de main-d'œuvre, de façon à ce que les populations qui sont dans l'emprise de ces zones concernées, les caniveaux concernés, ces populations soient impliquées effectivement. D'abord, elles vont se mobiliser pour enlever contribuer au curage de ces caniveaux. Mais ce qui est aussi important, c'est que ces populations vont désormais suivre de manière à ce que les gens ne déversent plus les déchets au niveau de ces points de regroupement, non seulement les points de regroupement, mais aussi au niveau de ces curages des caniveaux que nous allons curer. Monsieur Kamara, il y a aussi ces campagnes d'assainissement mensuelles qui se tiennent chaque mois dans le pays, chaque mois à Conakry ici. Pensez-vous qu'elles aient un impact? Vous savez, l'impact n'est pour le moment pas très significatif parce que nous voyons ça sous un angle d'insuffisance de citoyenneté au niveau de nos populations. Vous savez, lorsqu'on dit journée d'assainissement, c'est pour une période de 6 heures. De 6 heures du matin de 7 heures jusqu'à 11 heures. On est obligé de mettre les policiers au niveau des barrages pour que les populations ne viennent pas, ne se déplacent pas. L'objectif, c'est quoi? C'est pas que en 6 heures, les populations vont débarrasser Conakry de tout ce qu'il y a comme immondice. Non. L'objectif premier d'abord, c'est de faire en sorte que l'esprit civiste, le sens de citoyenneté, le sens de responsabilité, le sens d'amener la population à dire que cet assainissement, c'est d'abord mon affaire. C'est d'abord mon affaire, que la population se mobilise. Parce qu'en fait, nous avons toujours dit que l'assainissement, c'est d'abord un effort collectif, un effort citoyen. Il faut que chacun s'y mette. Et pensez-vous qu'il y ait effectivement cette implication des populations sur le terrain? Maintenant, nous travaillons en concertation avec les élus locaux, les communes, les quartiers, pour que désormais
tous les responsables à tous les niveaux, les secteurs, les familles, les quartiers, les communes, chacun s'y met de manière à ce qu'une forte mobilisation puisse soutenir l'action que nous allons déclencher au niveau. Notre objectif est qu'un grand travail de sensibilisation soit mené pour qu'à l'avenir, qu'on n'ait même pas besoin de dire à la police barrer les routes, barrer la circulation. Il faut que chacun reste à la maison, dans sa famille, dans sa concession, se mobiliser en concertation avec tous les responsables du quartier, du secteur, pour que chacun se mette à l'œuvre pour rendre sa concession propre. Monsieur le directeur général, il y a eu plusieurs initiatives pour vaincre l'insalubrité à Conakry sans qu'il y ait de solution. Maintenant, vous prévoyez une nouvelle stratégie. Comment elle va se produire, cette stratégie, pour remédier définitivement au problème d'insalubrité à Conakry? À la création de l'agence en 2017, nous nous sommes attelés à définir une stratégie qui vise à professionnaliser la gestion des déchets. Jusque-là, c'est l'État, à travers le SPTD au départ, ensuite l'Agence nationale de l'assainissement, qui s'occupait des activités de collecte, de transfert et de mise en déchets. Nous avons constaté qu'il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux. Maintenant, nous avons décidé de professionnaliser sur toute la ligne les différents maillons de traitement de la chaîne. La précollecte va continuer à être assurée par les pays, mais nous sommes en train de les organiser avec l'appui de l'Union européenne pour qu'ils soient sensibilisés, outillés, de façon à ce que la précollecte au niveau des ménages soit assurée. Maintenant, pour ce qui est de la collecte, du transfert, du balayage des rues, l'entretien des places publiques, tout cela soit assuré par des opérateurs professionnels privés. Là également, on a lancé un appel d'offres déjà. Nous avons recruté un opérateur professionnel qui va s'occuper de ce premier maillon, à savoir la société Albara, qui va désormais s'occuper de l'assainissement de toutes les rues, le balayage des places publiques et puis le transfert des déchets collectés au niveau de la décharge. Quant à la décharge, nous allons recruter. Pour finir rapidement, oui. Actuellement, nous assistons au déguerpissement sur certaines décharges, notamment celle de la minière, oui. La décharge de la minière. Oui. Que comptez-vous faire de l'espace vide laissé par ces déguerpis? Voyez-vous, nous allons drainer à partir de tout ce que nous allons engager dans le cadre du plan de plus de 28 à 30 000 tonnes de déchets qu'on va collecter. Il faut de la place pour y déposer. Mais la décharge de la minière, on va l'utiliser pour un temps. Pour peut-être 3-4 ans, nous allons fermer la décharge de la minière, aménager la minière, puisque nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour une nouvelle décharge, à savoir Baritodé, où nous avons 100 hectares. Nous travaillons aujourd'hui avec la Banque mondiale, l'AFD, pour que ce site soit aménagé et recevoir désormais les déchets de Conakry, de Koya, de Dubrika pour une période de temps de 40 ans. Merci M. Camara d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que M. Camara Souri est le directeur général de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité. En brève imagé, au plan religieux, le mois de Ramadan a été pour les fidèles musulmans un moment d'intense prière et de sacrifice en faveur de la grâce divine. Dans l'ensemble, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et l'unité nationale partout à travers le pays. L'appel de pardon à la conjugaison des efforts pour construire ensemble une Guinée prospère était au centre des sermons. Au terme de 29 jours de piété, les fidèles musulmans espèrent que les Guinéens ont suffisamment compris la nécessité de se donner la main pour développer la Guinée, notre maison commune. Un mot de sport enfin, nous sommes à 2 semaines du coup d'envoi de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Le Sili national poursuit sa mise au vert à Marrakech, au Maroc, avant la phase finale. On vous propose les différentes étapes de cette préparation de Conakry au Maroc jusqu'à la présentation des maillots de l'équipe nationale. C'est un condensé réalisé par Abdoulaye Diallo. Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur Paul Puit a publié une liste de 25 joueurs et une autre d'attente de 6. Sur cette liste, le technicien belge est resté fidèle aux joueurs qui ont participé aux éliminatoires. Il a tout de même fait appel à 2 locaux, Moussa Kamara et Abdoulaye Paye Kamara du Orea AC. On constate également la présence de 3 nouveaux qui sont à leur toute première sélection en équipe nationale. On a les défenseurs Janvier Julien et Dilesta Mikel et l'attaquant Fodé Bangali Koïta. À la suite de cette publication, les joueurs convoqués ont rallié Conakry pour le premier regroupement. Comme à l'accoutumée, l'équipe a reçu le drapeau des mains du Premier ministre, chef du gouvernement. Ce moment de haute portée pour le Sili marque le début d'une aventure prévue en terre égyptienne. Le tout couronné par une synergie d'action à tous les niveaux. Après avoir reçu le tricolore national,
le capitaine Ibrahima Traoré et son sélectionneur Paul Pitt ont promis aux Guinéens d'aller très loin dans cette première CAN à 24 équipes. De son côté, le gouvernement a créé toutes les conditions optimales autour de l'équipe pour une préparation sans faille. Pour preuve, le Sili national a voyagé pour Marrakech, son lieu de stage, à bord d'un vol spécial de 55 places avec toutes les commodités. Peu avant ce voyage, l'équipe a fait une séance d'entraînement au stade du 28 septembre. L'occasion pour le public de découvrir les nouveaux joueurs. Une fois au Maroc, les hommes de Paul Pitt ont continué leur mise au vert à Marrakech. Après une semaine d'intenses travaux, surtout physiques, les partenaires d'Ibrahima Traoré se sont mesurés aux Scorpions de la Gambie en match amical. Ils l'ont perdu 1-0 sans le métronome Naby Keita attendu ce lundi en provenance de Liverpool. Au sortir de ce match, Paul Pitt ne s'affole pas, car selon lui, cette rencontre est l'occasion de tester tout le monde pour trouver enfin l'alchimie possible avant la phase finale. Le second match amical mettra aux prises le Sili national avec les écureuils du Bénin ce mardi 11 juin. Dans le même sillage, les maillots du Sili ont été présentés ce samedi au public. C'est à l'occasion d'un point de presse conjoint animé par la Fédération et le ministère des Sports. Au nombre de 6 jeux, ces maillots présentent une particularité avec des griffes qui représentent les dents de l'éléphant, d'où le nom Sili attribué à l'équipe nationale. Ces dents signifient la défense de la patrie pour le triomphe de notre 11 national. Dans l'atteinte de ces objectifs, un comité de soutien est mis en place il y a un mois. Dirigé par le général de brigade Mathurin Bangoura, ce comité a pu collecter une somme de 2 724 000 francs guinéens. Le moment est à la conjugaison des efforts pour permettre à notre porte-étendard de faire une CAN plutôt réussie. Mesdames et messieurs, fini ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Vous serez demain avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'actualité. Je vous souhaite un beau début de semaine et à très bientôt.